Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. Euh, le, le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qui effraie souvent quand on parle de participatif, a fortiori en matière de restauration. La réaction première, c'est de se dire « oh là là, on sort un peu… de nos zones de confort et dans quoi on s'aventure. » Et puis, dans les échanges préparatoires de cette matinée, on a pu aussi aborder, peut-être, vous en avez, vous les uns les autres aussi en mémoire, des restaurations menées de manière associative ou par des propriétaires qui pouvaient être assez catastrophiques. Donc, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir quand on aborde cette question du participatif dans les participatifs dans les musées, pardon. Or, cette question est assez fondamentale puisque dans le cadre de la FEMS, notamment, eh bien, on a des musées très spécifiques dans lesquels, vous vous souvenez qu'à l'origine des écomusées, il peut y avoir des comités d'usagers, donc en théorie, des bénévoles, je dirais des personnes impliquées localement qui devaient, dans l'ADN des écomusées, participer. Et avec la professionnalisation des musées, on a vu ces personnes finalement s'écarter de ces missions-là et puis ces comités d'usagers de manière assez large, assez globale, disparaître. Donc c'est un phénomène qui concerne la médiation, qui concerne l'ensemble des domaines d'action du musée. Dans le cadre de la restauration, on va voir aujourd'hui que après cette petite préparation qu'on a eue avec les collègues conservatrices pour préparer cette matinée, eh bien, on a vu qu'en réalité, ce sujet était finalement assez secondaire et c'est ce qui va, j'espère, faire le sel de cette matinée, puisque on voit que là où les choses se jouent, c'est vraiment sur un tout autre terrain que l'intervention réelle de restauration, l'intervention concrète et pratique. Ça se joue aussi beaucoup et surtout sur le contexte de l'objet et partant les partis pris de restauration. Et c'est là que les choses se complexifient. Un même objet, je prends toujours le même exemple, un tracteur Ferguson si novateur après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, n'aura pas le même parti pris de restauration s'il est présenté au CNAM ou dans un musée du machinisme, ou s'il est présenté dans une exposition où on raconte l'histoire d'une exploitation, de la famille, et où l'objet va au contraire être conservé avec toutes ses traces de vie et dans son état d'usage, comme on dit dans les musées de société. Donc, qui sera encore un autre parti pris s'il est intégré dans une installation d'art contemporain, bien évidemment. Donc, toutes ces questions-là sont des questions qui, en réalité, animent nos discussions entre professionnels, les partis pris de restauration. Et nous allons voir aujourd'hui que c'est surtout sur ces partis pris que la question du participatif se pose. Finalement, est-ce que nous laisserons entrer dans nos tours d'ivoire labellisés Musée de France toutes ces personnes qui ont des compétences et des connaissances différentes des nôtres? Et parfois, à une époque où on essaye de professionnaliser des musées, est-ce qu'il faut toujours aller écouter aussi tous ces amateurs au sens noble du terme qui gravitent autour de nos établissements? Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin donc 4 restauratrices, 4 conservatrices restauratrices qui vont donc nous présenter des exemples assez différents. Je vais donner la parole pour débuter ce tour de table à Clémentine Bollard. Donc chacune se présentera au moment en début de sa présentation pour gagner un petit peu de temps. Mais évidemment, vous savez que après cette présentation de chacune, puis un petit tour de questions que j'animerai, il y aura la dernière demi-heure de la matinée qui sera consacrée à vos questions. Donc, on compte sur vous. On va faire des présentations très synthétiques et on compte sur vos questions. Merci.
Donc, Clémentine, je te laisse la parole. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne sais, est-ce que on voit mon PowerPoint? Oui, c'est bon. Oui. Je voudrais d'abord commencer par remercier la FEMS, et puis donc Céline Chanas, Pauline Thier et Philippe Bardet pour cette invitation et pour voilà, à échanger autour de cette question du participatif dans la conservation-restauration des biens culturels. Et donc, pour vous indiquer aussi que donc, moi, j'interviens un peu à double titre, parce que je suis membre du conseil d'administration de la FFCR, et puis moi, je suis aussi conservatrice-restauratrice spécialisée en art contemporain, plus particulièrement. Je suis aussi doctorante à l'université de Cergy, Paris, et donc sur des thématiques, en tout cas, qui touchent d'assez près, finalement, ce caractère collaboratif ou participatif. Donc, je vais... alors, attendez, il faut que je bascule là-dessus. Peut-être donc vous présenter très très brièvement la FFCR. Donc la FFCR, c'est une association professionnelle à but non lucratif qui représente, qui regroupe et représente des conservateurs restaurateurs diplômés de grade master. Et donc la vocation de la FFCR, c'est donc on va dire, d'aider finalement les conservateurs restaurateurs dans leur exercice au quotidien, mais aussi de les représenter auprès des pouvoirs publics et plus largement. Et donc, les œuvres sont concernées dans son PowerPoint, mais par contre, je voyais qu'elle demandait des HD. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et que nous entendons donc. Donc je reprends sur la FFCR, et donc voilà, c'est aussi de défendre la place de la conservation-restauration au sein de la sauvegarde du patrimoine plus largement. Et donc je voulais aussi peut-être en préambule rappeler le caractère intrinsèquement collaboratif de la conservation-restauration des biens culturels, avec ce trio qu'on met quand même très souvent en avant, qui est un peu le trio conservateur, restaurateur et scientifique du patrimoine, mais que ça va quand même en général bien plus largement. Ça s'étend aussi aux documentalistes, aux photographes, aux soucleurs, que de toute façon, voilà, on est quand même sur un processus qui est par essence, en tout cas collaboratif, avec peut-être un petit écueil, qui est le fait que les conservateurs-restaurateurs exercent à 75% en libéral, ce qui fait que la participation, ne serait-ce que du conservateur-restaurateur très en amont, n'est pas toujours très naturelle du fait de cette position de prestataire. Donc, peut-être aussi, un peu en préambule, c'est qu'on a quand même, de toute façon, peut-être voilà, cet aspect participatif de la conservation-restauration qui s'inscrit un peu peut-être dans le même mouvement qui a conduit à la Convention de Farroux en 2005, et puis peut-être aussi au développement des sciences participatives de manière un peu plus générale, avec la conservation-restauration des biens culturels qui, comme le rappelait Philippe, après s'être un peu constitué un peu comme une sorte de citadelle, justement pour éviter effectivement que les biens culturels ne soient conservés, restaurés voilà, par tout le monde, et pas forcément, en tout cas de la façon dont à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on a souhaité le faire. Et donc, on a une conservation-restauration des biens culturels qui s'ouvre quand même aux autres sphères, en tout cas aux sphères en dehors de la sphère patrimoniale de manière assez stricte. Et on a différents aspects qui en témoignent. On a notamment déjà des efforts de pédagogie, on va dire. Je prendrai pour exemple le Louvre-Lens, qui a mis en place un atelier de conservation-restauration qui est entre guillemets observable, c'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de hublot, on peut regarder donc les conservateurs-restaurateurs faire, on va dire, mais au-delà de ça, il y a aussi des créneaux qui sont réservables avec des moments d'échange avec les conservateurs-restaurateurs, parce que effectivement, la conservation-restauration, ce ne sont pas que des gestes. Et là, l'idée, me semble-t-il, c'est de pouvoir justement échanger avec les conservateurs-restaurateurs sur ce qui a conduit
à l'élaboration du projet de conservation-restauration. Alors, ça n'en fait pas non plus des moments complètement participatifs, dans la mesure où là, les personnes qui sont sur ces temps de médiation ne participent pas au processus d'élaboration du projet de conservation-restauration. Mais on a de toute façon voilà, une discipline qui continue à se construire avec peut-être un ancrage plus important dans la société, ou en tout cas en prenant en compte cette utilité sociale de la conservation-restauration, en prenant aussi en compte la pluralité des identités, des biens culturels et le caractère dynamique voilà, de ces biens. Donc on a des échanges avec les différentes communautés, personnalités, individus, qui sont peut-être donc elles-mêmes à l'origine de la création de ces biens culturels et qui ont peut-être aussi un autre usage que l'usage patrimonial de ces biens culturels. Donc on va avoir des échanges avec à propos de la signification de ces objets, mais aussi donc sur les savoir-faire. Et donc, ce sont des communautés qui vont pouvoir avoir un rôle dans le processus d'élaboration, mais pas forcément un rôle dans le processus de décision, enfin, c'est un peu autre chose. Et même parfois, donc, quand c'est pertinent, ces personnes en dehors de la sphère patrimoniale vont pouvoir aussi intervenir dans le processus de réalisation de ces interventions quand c'est pertinent. Et j'insiste bien sur justement cette notion de pertinence, et peut-être pour toucher un petit peu aux limites du participatif, ça rejoint les propos introductifs de Philippe, c'est que bon, la conservation-restauration, elle peut être participative, mais pas, on va dire, tout le temps et n'importe comment non plus. Pour faire course, participatif, c'est pas quand on n'a plus de sous et qu'on voilà. Pour tirer les traits grossièrement. Et que donc c'est pas pour rien non plus que la conservation-restauration des biens culturels, enfin l'exercice est partiellement réglementé dans le Code du patrimoine. Il y a l'article 452.1 qui indique donc que pour intervenir sur les collections, en tout cas des musées de France, il faut avoir donc un diplôme de grade master ou une formation équivalente. Donc c'est voilà, il y a quand même peut-être voilà, il y a de toute façon certains garde-fous à préserver parce que, notamment, vous le rappeliez, tu l'as rappelé Philippe, il y a effectivement des associations qui vont pouvoir souhaiter mettre en place des projets en faisant peut-être intervenir des bénévoles, mais voilà, de façon pas tout à fait réfléchie, on va dire, construite, peut-être justement co-construite, et ça va peut-être pouvoir mettre par moment en danger et les biens culturels et les personnes qui interviennent, parce que la conservation-restauration des biens culturels, effectivement, il y a des gestes techniques avec aussi des nécessités de protection quand on travaille en hauteur, quand on travaille avec des agents chimiques. Alors, je vais passer quand même, après ce préambule, s'il me reste un tout petit peu de temps, justement à un cas qui peut se révéler pertinent, enfin en tout cas qui s'est révélé pertinent. Là, on est dans le contexte de conservation-restauration d'œuvres d'art contemporaines, et là, on est plus précisément dans de la statuaire monumentale d'extérieur. Et là, vous avez cette œuvre de Damien Cabane qui date de 2000, qui est donc une commande publique, qui a été faite pour, en tout cas, qui a été commandée pour le Jardin des Tuileries initialement. Et donc, vous voyez Damien Cabane sur la seconde photo avec la maquette de cette œuvre dans les mains. À gauche, son agrandissement qui a été fait en 2000, et à droite, vous avez Richard Doët, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour Jean Dubuffet aussi, qui est la personne qui a agrandi la sculpture pour Damien Cabane. En bas, vous avez la photo de son état dans les années 2009-2010. Et à droite, Gérard Pigault, qui est un autre fabricant qui, lui, a travaillé après cette collaboration avec Richard Doët et qui avait été pressenti aussi pour finalement participer au processus de, peut-être pas de restauration, mais en tout cas de remise en peinture de cette sculpture, dans la mesure où son état de surface était trop dégradé pour qu'on puisse songer à
à une restauration. Dans la photo du milieu, vous avez Damien Cabane avec Gérard Aligon, qui est un autre agrandisseur et fabricant d'œuvres d'art qui a participé finalement au processus de remise en peinture avec qui a donc aussi mis au RP. Donc là, on a et à droite, vous avez une photo de l'œuvre après à l'instant. Et donc c'est un cas bon, que je balaye assez rapidement, hein, mais qui montre un petit peu justement l'apport de différentes personnes. Là, je vous ai mis ce petit diagramme. Alors, je l'ai pas traduit en français, mais je pense que ça conviendra tout de même, où on voit que donc il y a le conservateur-restaurateur qui pilote un peu le projet, hein, qui est là un peu pas forcément comme là où on l'attend dans des projets plus on va dire plus conventionnels de conservation-restauration des biens culturels. Avec aussi, on retrouve les autres participants plutôt de la sphère patrimoniale. Hein. Vous avez le propriétaire, le dépositaire, le laboratoire de conservation-restauration des biens culturels, mais dans ce projet, on a aussi associé des fabricants de peinture pour essayer de trouver finalement une peinture qui serait plus durable en extérieur. Et il y a aussi les différents fabricants qui ont travaillé avec Damien Cabane sur justement des productions de sculptures, enfin des agrandissements et la réalisation de ces sculptures agrandies. Et un autre fabricant avec qui il n'avait jamais travaillé, mais qui s'est voilà, dont en tout cas l'apport en termes de savoir-faire a été d'un apport assez important dans ce processus, peut-être pas de conservation-restauration très traditionnelle, mais en tout cas de réflexion de cette sculpture. Alors, j'ai une dernière diapo pour montrer aussi, enfin peut-être... mais on y reviendra peut-être plus tard avec vos questions et avec les questions que pourra nous poser Philippe, qui est un cas qui finalement avait un peu des caractéristiques similaires, mais pour lequel justement le côté participatif n'a pas pu être mis en place aussi bien que sur le précédent projet dont je vous ai parlé. Donc on va parfois pousser vers justement du participatif, mais on n'y parvient pas toujours, et peut-être voilà, qu'on y reviendra un peu plus tard. Ouais, je vais peut-être passer la parole à mes... Merci beaucoup, oui, c'est cool, comme on est juste sur le temps, là, merci à toi, vraiment, Clémentine, d'avoir été dans les temps. Et bien, je vais tout de suite passer la parole à Violette, on va aller sur un terrain plus ethnographique. Bonjour. Alors, je vais vous partager l'écran, couper ma caméra. Juste, je ne vous vois plus. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Eh oui, ça marche, parfait. Parfait. Voilà, parfait. Alors, donc, je suis Violette Dongerkovic, conservatrice restauratrice d'œuvres composites et patrimoine ethnographique. Je vais vous présenter une expérience collaborative autour d'une œuvre conservée par le Muséum Art Latin. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, il s'agit d'une institution consacrée à la culture provençale, située à Arles, pensée par Frédéric Mistral et qui fait partie des 5 premiers établissements consacrés à l'ethnographie régionale au XIXe siècle. Dans ce contexte, l'objet qui a été étudié et restauré est une bride pour cheval que vous voyez à l'écran. Ce type d'harnachement très ornementé s'enfile sur la tête de l'animal lors des carreto ramado, ou fêtes à charrette, qui sont des fêtes se jouant dans un petit triangle géographique entre Avignon et Arles, le Rhône et la Durance. Pardon, moi je ne vois pas l'écran, vous l'avez partagé, je ne vois pas le PowerPoint. Alors, moi je l'ai partagé, est-ce que vous êtes la seule Non, moi non plus, je ne vois pas le PowerPoint. Alors... Ah mince. Moi je le vois, ça doit être une question de débit. Est-ce que là vous le voyez? Non. Moi, non, mais je voyais la précédente, alors le précédent. Je ne le vois toujours pas. Donc, voilà. Alors là, je ne sais pas comment faire. Je pense que c'est un problème de taille d'image, et quand on n'a pas trop de débit, moi je vois plein de gens qui disent je le vois, moi aussi.
Bon, c'est pas grave, je m'imagine très bien ce que c'est un objet ethnographique puisque je suis dans le domaine, donc voilà. Donc, c'est pas très grave, merci, Bon, excusez-moi. j'espère que ça va pas On est être trop désolé, on est rébarbatif. désolé. Ouais. Je le remets en plein écran, ça marchait pour tout le monde autrement? C'est peut-être mieux. Donc, l'objet que certains voient, c'est donc un type d'harnachement pour des fêtes provençales qui se jouent entre Avignon et Arles, etc. L'objet qui est conservé et que vous voyez là date approximativement de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Donc pour vous présenter brièvement quand même le contexte de création, lors de cette fête, on a une dizaine de chevaux harnachés entre eux qui défilent en tirant une charrette ornée des récoltes végétales. On y trouve une connotation religieuse chrétienne, ainsi que plus profane au travers des préoccupations d'agriculture qui mettent à l'honneur le cheval, qui était la principale aide aux champs lors de l'époque de création approximative de la fête. Le défilé s'effectue dans les rues du village, d'abord au pas, puis au galop. Les chevaux sont accompagnés d'hommes qui courent à leur côté pour les guider sur les pavés, ce qui est assez impressionnant. Et il y a un véritable savoir-faire sportif autant qu'un savoir-faire artisanal. Vous voyez ici l'harnachement complet d'un cheval de tête avec une photographie récente qui vous permet de visualiser la technicité des éléments et le côté foisonnant, coloré de ces costumes. Cet artisanat a toutefois nettement évolué au fil des décennies et des changements de société. À l'époque de la bride en question, soit la fin du 19e siècle, chaque village organisait son défilé, mené par les riches ménagers et les agriculteurs qui amenaient chacun leur cheval et leur propre harnachement. Animal et costume ne défilaient donc qu'une seule fois par an à cette occasion. Mais au cours du XXe siècle, la fête s'est trouvée transformée par l'industrialisation des campagnes. Les chevaux ont progressivement disparu des travaux des champs et les cortèges se sont donc très rapidement appauvris, rendant impossible d'organiser un défilé par village en se basant uniquement sur les animaux d'une seule commune. Donc pour sauvegarder la pratique, une fédération est créée en 1970 afin de mutualiser les chevaux et les harnachements. Animaux et costumes ne défilent donc plusieurs fois dans l'été et les pièces créées doivent être plus robustes. Les matériaux et leur mise en forme ont changé et on privilégie la longévité à la préciosité. Les pièces actuelles sont créées par des passionnés qui font vivre la tradition à l'année. Ils n'en font généralement pas leur métier. Ce sont des fédérés qui pratiquent la fête et qui choisissent de s'investir dans cet artisanat. Dans la veine du muséum du XXIe siècle, qui a pour ambition de se positionner comme un véritable musée de société et qui insiste sur la nécessité d'aller chercher de l'information auprès de sachants non institutionnels, il m'a semblé évident de contacter ces personnes pour mieux comprendre l'œuvre à restaurer. La bride est en effet très lacunaire, autant au niveau matériel qu'historique, et ce projet fut donc initialement conçu comme une consultation des fédérés en tant que sachants. Les personnes consultées, en vue d'un apport documentaire et historique, ont été Michel Bouisson, directeur d'un centre documentaire associatif local, et Madeleine Grosfils, que vous voyez ici en photo, présidente du musée associatif d'Érag. Pour la sensibilité technique et matérielle, les personnes consultées étaient des artisans bénévoles de bride, donc Éric Ginoux, qui est commercial, et Jean-Luc Aubert, qui est intermittent du spectacle et magicien, ainsi que le regretté Marcel Boyer, paysan à la retraite. Excepté ce dernier, ils ont tous accepté de venir observer l'œuvre au sein de l'École supérieure d'art d'Avignon. Je dis accepté car ils ont répondu à une sollicitation de ma part. Ils se sont déplacés, ont pris de leur temps et étaient surtout bien plus généreux que demandés. Mais il faut insister sur le fait que l'expérience a fonctionné dans les deux sens et qu'elle leur a permis de se réapproprier une part de patrimoine qui leur est propre, mais généralement inaccessible, ou du moins difficilement. Éric Ginoux et Jean-Luc Aubert, qui fabriquent ces pièces, ont été très intéressés par les aspects techniques de la bride qu'ils ont pu observer sous toutes ses coutures, sans contrainte de temps, sans pression extérieure et sans requête à rallonge. Parce que comme l'un d'eux me l'a expliqué, il avait effectué de multiples demandes d'accès aux pièces anciennes auprès des institutions, presque toujours resté sans réponse ou à un stade négatif, parce que selon lui ou selon les réponses qu'il a eues, il n'était pas chercheur. À savoir aussi qu'il n'existe que 5 brides antérieures aux années 30 conservées dans les collections publiques. Les voici en photo, donc il y en a 4 qui sont au musée Arlatin. Donc si l'institution ne donne pas suite aux artisans, ils n'auront donc que très peu de chances d'en voir de près.
Et c'est la proximité avec l'une de ces 5 pièces qui était une source d'intérêt et d'inspiration pour les personnes qui m'ont aidée. Le travail de recherche aussi a été apprécié par ces artisans. Éric Ginoux notamment, qui passe son temps en déplacement commercial et fabrique des pompons le soir dans sa chambre d'hôtel. Donc la recherche en mémoire de restauration, qui se concentre sur l'étude matérielle de cet objet de fête, a permis d'aller fouiller aux archives nationales et d'y trouver les carnets de collecte qui présentaient le procédé de fabrication au début du XXe siècle. Donc ces résultats ont été partagés aux artisans et là aussi, c'est un accès qui leur aurait été quasiment impossible, notamment dans le quotidien d'Éric par exemple, alors que c'est une documentation qui est précieuse pour sa pratique. Dans le sens inverse, une autre chose quasiment impossible, mais pour moi, c'était la pleine compréhension de la bride pour ce travail. L'objet est conservé tel que vous le voyez en photo dans les réserves du muséum, en trop mauvais état pour être exposé par rapport aux autres pièces du parcours. Donc, au premier coup d'œil, il paraît un peu dissonant avec une pièce triangulaire au centre qui ne comprend pas exactement les mêmes altérations que le reste, ni les mêmes matériaux. Donc on comprend assez rapidement qu'il y a eu un réassemblage, mais rien de plus qui ne nous permet de réellement comprendre l'histoire de l'objet. Et c'est là que l'apport des sachants a pu faire tourner la représentation qu'on avait de cette bride. Car à la vue de la pièce centrale, eux ont été affirmatifs. Donc la pièce triangulaire que vous voyez là. Le triangle dont vous voyez la flèche en rouge ne pouvait en aucun cas être présent dès l'utilisation de l'objet, parce qu'en l'état, le cheval ne peut plus rien voir. Le haut du triangle, avec la flèche en rouge, donc, arrive au niveau des yeux. Il est plus large que le chanfrein d'un cheval, comme vous pouvez le voir donc, sur l'image à côté. Et de même, la bande au revers de la bride, que vous voyez ici, qui est censée tenir la pièce en passant sous le menton, donc on appelle ça une sous-barbe, est, selon eux, bien trop courte pour occuper cette fonction. Donc là encore, leur déduction a été claire, sans détour, limpide et surtout sans besoin de recherche, beaucoup plus rapide que pour des personnes non initiées. Nous nous trouvons donc face à une œuvre qui a été recomposée par 2 fois, au niveau du chanfrein central et au niveau de la bande arrière. Donc pour nous, restaurateurs ou institutions, sans connaissance de la morphologie des équidés et sans pratique de ces pièces, c'est-à-dire comment les enfiler sur l'animal, etc., il n'était pas possible de savoir avec certitude que cette bride ne pouvait pas être portée en l'état. Donc la recomposition de ces 2 morceaux sur le corps d'œuvre a dû être effectuée au temps de la collecte ou de la conservation de la pièce par un néophyte comme nous, n'ayant pas connaissance en morphologie ni en pratique. Donc d'une œuvre de fête et d'artisanat, nous avons atterri sur une œuvre qui témoignait finalement d'une histoire muséale, rendant compte de la considération qu'elle avait pu avoir en tant que patrimoine au sein d'une collection. Comprendre cette bride et le fait qu'elle avait été recomposée en un témoin incohérent a fait évoluer nos propositions de traitement sur l'objet. Il a alors été choisi de déposer la pièce centrale, triangulaire, qui était seulement retenue par un nœud de ficelle, ainsi que la bride arrière. C'est une opération qui change considérablement la physionomie de la bride, forcément, mais qui ne modifie pas pour autant les valeurs que l'institution comme les fédérés pouvaient lui appliquer, c'est-à-dire artisanale, technique et de rareté. L'œuvre est d'ailleurs rétablie dans sa vérité, à savoir plusieurs éléments lacunaires assemblés pour faire collection. Cette opération ménage par ailleurs un meilleur accès visuel finalement à la bride qui peut plus facilement être observée sous toutes ses coutures, ce qui reste une demande des artisans. Et pour conclure sur ce point, je me suis positionnée en tant que restauratrice étudiante en pivot entre les artisans et le musée, mais il a été relativement difficile de créer un véritable lien de manière équitable entre les 2 parties. Les implications n'étaient pas du tout les mêmes. D'un côté, on a des artisans pour qui l'observation et la proximité à l'objet étaient exceptionnelles, et de l'autre, un musée pour qui l'objet pouvait être anecdotique parmi les milliers de sa collection. C'est donc aussi cette différence de temps qu'il faut gérer lors d'une démarche de ce type,
Et se rappeler surtout qu'en tant que restaurateur, si le but est généralement la conservation de l'objet pour la transmission et la diffusion du patrimoine à un public large, c'est aussi pour une institution qu'on travaille et donc les traitements effectués et le temps qu'on peut leur accorder en dépendent. Ce type de démarche exige beaucoup de temps et de disponibilité. Comme disait Clémentine, ça n'est pas forcément naturel pour une profession indépendante que d'intervenir autant en amont. Mais l'exemple de cette bride montre que la collaboration n'est pas anecdotique et en vient même à changer la destinée physique d'une œuvre. En restauration comme dans les autres domaines, donc, ces échanges présentent des avantages pour les deux parties, parce que le manque de temps peut être comblé finalement par la passion et la connaissance de l'autre. Je vous laisse avec cette phrase de l'écomusée du Creusot, plaidant pour donner la parole au sujet et non seulement aux objets de musée, et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Violette. On va enchaîner très vite du coup avec la présentation d'Héloïse qui fait écho en fait. On reste un peu dans cette même approche je dirais de reconstituer finalement un contexte un petit peu perdu pour définir les parties de restauration. À toi Violette. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. Ok. Oui. Et bonjour à tous. Donc, je suis Héloïse Bellu. J'ai été récemment diplômée en juin dernier de l'École supérieure d'art d'Avignon. Et je suis aujourd'hui donc conservatrice restauratrice indépendante, mais également restauratrice au musée du Quai Branly. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'objet qui a été le sujet de mon étude de diplôme. Donc, il s'agit d'un costume de l'ours qui est conservé au musée Casa Peral à Perpignan. Donc, il y a un musée des sociétés catalanes. Et donc, ce costume de l'ours, pour vous le présenter rapidement, est constitué de deux parties. Donc, un masque représentant la tête de l'ours qui est réalisé c'est une structure en carton-pâte, et un vêtement en fourrure de chèvre. Et donc, ce costume était porté lors de la fête de l'ours de Saint-Laurent-de-Cerdan de la fin des années 1940 au début des années 70. Donc, la fête de l'ours, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une tradition catalane qui a lieu chaque année au mois de février dans 3 villages dans les Pyrénées-Orientales. C'est l'histoire d'un ours qui sort de l'hibernation et qui tente d'enlever une jeune fille. Et ensuite, l'ours est chassé est poursuivi par les chasseurs qui vont ensuite venir le raser sur la place du village et lui redonner une apparence humaine. Alors, la fête de l'ours, elle a été inscrite en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et cette inscription récente, alors, du coup, c'est une fête qui est encore pratiquée aujourd'hui et ça me donnait l'opportunité de me déplacer au sein du village et d'aller à la rencontre des acteurs contemporains de la fête. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Mon mémoire, je lui ai donné la forme d'une enquête de terrain. J'ai réalisé plusieurs voyages au village. Et j'ai pu, dans un premier temps, me rendre à la Maison du patrimoine et de la mémoire André Abbé, qui est le musée associatif du village, dans lequel les villageois m'ont montré les différents costumes qu'ils conservent. Donc, à droite, le costume qui a succédé celui que j'ai étudié, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, et les costumes centraux qui ont plus l'apparence d'un ours, qui sont d'ailleurs réalisés en vraie peau d'ours, ils sont encore aujourd'hui utilisés pour chaque fête de l'ours de ce village. Grâce à ces contacts avec les villageois et la chance que j'ai eue d'observer ces costumes de près, j'ai pu observer la différence de la matérialité et de la technicité par rapport aux costumes que j'ai étudiés, et également observer les réparations qui ont été faites sur ces costumes et qui, pour certaines, étaient similaires à celles observées aux costumes étudiés, ainsi que les altérations qui étaient comparables. Donc, ces observations m'ont permis de comprendre un peu plus la matérialité de l'objet que j'ai étudié, de comprendre ses altérations, leurs origines et les traces visibles.
J'ai également pu, au cours de ce premier voyage, rencontrer les anciens acteurs de la fête de l'ours. Je pense notamment à Raymond Sala, qui est l'ancien président du comité des fêtes à l'époque où le costume que j'ai étudié était porté, mais également Didier Parrer, qui est l'actuel président du comité des fêtes, mais qui était enfant à l'époque où le costume était utilisé, ainsi que Monique Saquet, la petite fille du bourlier, donc de l'homme qui a réalisé le vêtement. Et donc, ces échanges ont été extrêmement précieux car ils m'ont permis de resituer le costume que j'ai étudié dans son contexte, de mieux comprendre sa mise en œuvre, de comprendre son usage et également de comprendre l'attachement que ces personnes ont encore pour ce costume, malgré le fait qu'il ait intégré le musée Casa Peral dans les années 1970. Donc, il y a toujours un lien très fort, en particulier pour la petite fille du bourlier qui j'ai eu l'impression qu'il considérait presque ce costume comme un membre de sa famille, en fait. Et donc, ces échanges m'ont apporté des anecdotes, des souvenirs. J'ai pu avoir des noms des personnes qui avaient porté ce costume, mais et également beaucoup, beaucoup d'archives photographiques, comme on peut le voir. Et ces archives ont été extrêmement précieuses parce qu'elles m'ont permis de voir comment il était porté. J'ai des photographies où on voit le costume à terre, du coup, qui me permettent d'interpréter les lacunes de poils. On voit également sur la photo en haut à gauche que l'ours était enchaîné, donc qui peut justifier certaines altérations. La petite fille du bourlier a également pu me transmettre des photographies de son grand-père, donc de l'artisan du bourlier qui a réalisé le costume. Et pareil, extrêmement précieux, c'est des informations. Je connaissais le nom de l'homme qui avait réalisé le costume, mais maintenant je pouvais mettre un visage dessus et je pouvais avoir des anecdotes sur le bourlier qui était dans son atelier en train de travailler au sein du village. Et également, elle m'a transmis des articles montrant expliquant que son grand-père était à l'origine de dons au musée Casa Peral. Et bien que le costume de l'ours ne soit pas cité dans ces articles, on peut supposer que ce soit cet homme qui soit à l'initiative du don du costume au musée. Également, au cours de mon enquête, j'ai découvert un film qui a été tourné en 1972, réalisé par l'ethnologue Daniel Fabre, qui a été tourné au cours de la fête de l'ours, où on peut voir le costume, l'ours en mouvement. Donc, c'est une archive qui a été l'une des plus précieuses de cette enquête. Elle me permettait vraiment de comprendre les mouvements de l'ours, les interactions avec les personnes. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec la personne qui était l'ours cette année-là, donc qu'on voit à l'écran. Donc, c'est Roger Pineda, pardon. Et donc, cet échange, il a pu me raconter ce que ça faisait d'être l'ours à ce moment-là. Il me disait que le costume était lourd, qu'il faisait chaud, qu'il transpirait beaucoup. Et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais ces informations m'ont permis d'interpréter certaines altérations. Par exemple, la transpiration peut être l'une des causes de la rigidification du cuir. Donc, c'est des petites informations qui me permettent à chaque fois de comprendre un peu plus, d'émettre un peu plus d'hypothèses sur l'état constitutif du costume que j'ai devant les yeux. Et une deuxième partie de mon enquête a été de me rendre sur place lors de la fête de l'ours, donc l'année dernière, d'observer l'habillage de l'ours, qui est une cérémonie en fait qui est accessible que aux personnes proches, aux familles des acteurs. Donc d'observer, là mon objectif en assistant à cette fête, c'était d'observer les mouvements et de comprendre ce qui aurait pu être à l'origine de certaines altérations. Parce que comme je l'ai dit, quand j'ai observé les costumes lors de mon premier voyage, je pouvais observer des lacunes de poils et des déchirures qui étaient vraiment similaires à celles qu'il y avait sur le costume. Et donc en observant moi-même et en concentrant mon attention sur les mouvements, j'ai pu interpréter que l'usage du costume était à l'origine des traces qu'il y avait sur celui que j'étudiais. Et donc voilà, toute cette collecte d'informations, ces échanges, ces anecdotes que les villageois, les acteurs contemporains et les anciens acteurs de la fête de l'ours ont pu me transmettre m'ont permis de mieux comprendre la matérialité. Par exemple, voilà, je vous disais
sur une photographie et même sur le film, on peut voir que l'ours était enchaîné était enchaîné au niveau de la taille. Et en fait, moi, quand j'ai vu le costume pour la première fois, il y avait vraiment cette lacune de poil qui était très importante sur le costume. Et au début, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Est-ce qu'il était pertinent de combler? Parce qu'en parallèle, il y avait aussi eu une infestation d'insectes au musée et on ne savait pas si c'était lié à cette infestation. Donc, il y avait l'idée potentiellement de combler, mais en fait, cette découverte de l'usage du costume a vraiment fait prendre conscience que cette lacune, c'était une trace d'usage et ça permettait c'est la trace de cette chaîne. Et donc, faire comprendre la nécessité de conserver cette trace. Le temps file, Héloïse. Et voilà. Donc, c'est juste pour finir, pour dire que dans ce cas-là, ce n'était pas une participation avec les habitants qui était active. Ça n'a pas eu d'impact sur ce que j'allais faire dans les traitements, mais ça m'a permis vraiment de guider mes choix, les choix. Pardon pour avoir dépassé le temps. Non, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui était intéressant dans le cas que tu présentes, c'est qu'en fait, l'objet était très peu documenté dans les collections du musée, c'est cela? On savait d'où il venait. En fait, le musée savait très bien d'où il venait. Ils avaient même déjà des contacts avec les habitants, mais ça a permis de mieux appréhender son histoire au sein du village et les altérations. Oui. Merci beaucoup. Et puis on va terminer ce tour de table avec Alice, Flo, et là pour le coup un objet assez différent avec plus des problématiques de restauration assez lourdes. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Oui. Et est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. Alors, donc bonjour à tous. Je suis Alice Flo. Je suis conservatrice restauratrice d'objets ethnographiques. Je fais partie de l'atelier rennais de conservation-restauration à Rennes et j'exerce entre Paris et l'ouest de la France et un peu à l'international également. Alors, je vais vous présenter un projet de réparation et de restauration de filets de pêche appartenant aux collections de l'écomusée de la Bintinay à Rennes. Et ce projet a été mené en collaboration avec l'Association des anciens pêcheurs et le port-musée de Douarnenez. Alors, donc le corpus concerné par ce projet, ce sont 4 filets de pêche en eau douce, 2 petits filets et 2 grands filets rectangulaires, qui datent de la première moitié du XXe siècle, qui ont été fabriqués par René Nugue, un passionné de pêche habitant en Ille-et-Vilaine, et qui ont été donnés par ses descendants à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, et donc ensuite sont entrés dans les collections permanentes de l'écomusée. Ici à gauche, vous pouvez voir Célia Massard, la régisseuse de l'écomusée. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non, là on a un noir. Là. Oui, moi aussi. C'est parce que je suis sur le drive, je pense que j'ai pas assez de connexion. Est-ce que éventuellement, Pauline, vous pourriez passer le PowerPoint à ma place? Oui, bien sûr. Je pense que ça fonctionnera mieux. Voilà, donc du coup, je vous disais que donc ça, c'est les premiers examens et déploiements des filets dans les réserves de l'écomusée avec la régisseuse Célia Massard que vous voyez à gauche. Et puis sur l'image de droite, un des 2 grands filets qui a été déployé, déroulé. Vous pouvez passer à l'image suivante. Alors, les altérations qu'on a constatées sur ces filets, ce sont des lacunes de la maille sur chacun des filets, lacunes assez importantes et assez étendues, et aussi une désorganisation de la maille et des emmêlements des fils, comme vous pouvez voir sur l'image en bas à gauche, mais aussi de la corrosion sur les poids en plomb, comme vous pouvez voir en haut à droite, et des fissurations des flotteurs en liège, comme vous pouvez voir sur l'image en bas à droite. Alors, la demande de l'écomusée, c'était de pouvoir présenter les filets dans leur état d'usage, dans le futur parcours permanent, c'est-à-dire de restituer ces zones lacunaires. Et donc, l'écomusée envisageait pour cela un travail de réparation et de restauration des filets, selon les techniques traditionnelles. Et pour cela, il s'est associé avec les anciens pêcheurs et le port-musée de Douarnenez.
Alors moi, il m'a été demandé du coup de participer à des journées de rencontres organisées par les 2 musées avec 3 des anciens pêcheurs de cette association. Cette première journée de rencontre a eu lieu le 29 avril 2025. Ça a été l'occasion d'examiner les filets et de pratiquer des tests de réparation. Et ça a eu lieu en présence de Philippe Bardel, conservateur du patrimoine à l'Écomusée, et de Célia Massard, donc assistante de production des expositions et régisseuse des collections de l'Écomusée. Lors de cette journée, on a pu avoir avec les anciens pêcheurs des échanges et des recherches sur les matériaux et les techniques employés pour la fabrication des filets, afin d'enrichir la documentation existante et de choisir au mieux les matériaux qui serviront à reconstituer ces lacunes. Et il m'a été demandé, dans ce contexte, un accompagnement technique et scientifique afin de conseiller l'Écomusée par rapport au choix de ces matériaux utilisés pour réparer les filets et de veiller au respect de la déontologie de la conservation-restauration. Je vous présente rapidement les acteurs. Donc là, vous avez 2 images de l'Écomusée de la Bantinais à Rennes. Et puis une image du port-musée de Douarnenez, qui a la particularité d'être un musée maritime installé dans une ancienne conserverie qui collecte qui conserve à la fois des objets, des photographies, mais aussi 280 bateaux, dont une trentaine exposés et 4 bateaux qui peuvent être visités par le public à quai. Alors, lors de cette rencontre du 29 avril avec les anciens pêcheurs, donc Jacques, Gérard et René, je suis désolée, je n'ai pas noté leur nom de famille. Donc les 4 filets ont pu être présentés et examinés. Alors, d'après les pêcheurs, ils ont pu nous expliquer comment étaient réparés traditionnellement les filets. Donc, c'était des filets qui étaient réalisés en fil de chanvre de lin ou de coton, qui étaient achetés en écheveaux. Ensuite, les écheveaux étaient trempés pendant plusieurs jours dans la tannée. Donc, la tannée, c'était un mélange à partir d'écorce de chêne qui servait à rigidifier le fil. Ensuite, ce fil pouvait parfois être teinté en bleu à l'aide d'oxyde de cuivre. Puis, l'écheveau était mis à sécher, mis en pelote à la main, frotté à la cire pour le paraffiner et pouvoir le souquer, donc c'est-à-dire le faire coulisser. Et ensuite, le fil était monté dans l'aiguille, donc dans des navettes qui pouvaient être soit en bois de houx ou de buis, et plus rarement en os. Alors, lorsque les marins séjournaient à terre, c'était l'occasion d'entretenir les filets. Tous les 8 jours environ, il fallait sortir le filet de l'eau parce qu'il était très abîmé par l'eau de mer. Et donc, à cette occasion, à l'occasion des séjours à terre, les marins faisaient sécher les filets, puis les retrempaient dans la tannée et ensuite effectuaient des ramandages, donc c'est-à-dire des reprisages. Soit ils greffaient des empiècements là où il y avait des lacunes très importantes, soit ils reprisaient maille par maille à l'aide de techniques de nouage. Alors là, vous voyez les outils utilisés pour la réparation traditionnelle des filets. En haut à gauche, la boîte de René qu'il a réalisée en 1953, qu'il a gravée lui-même dans du bois. Et cette boîte contient des navettes, comme vous pouvez voir en bas à gauche, qui étaient soit en os, soit en métal. Et puis sur la photo de droite, vous pouvez voir une navette avec le fil qui a été monté dessus, un fil de coton vert, une paire de ciseaux et puis des gabarits de différentes formes qui aidaient les pêcheurs pour amender les mailles. Alors, lors de l'examen des filets, les pêcheurs ont pu nous donner les caractéristiques des filets de l'Écomusée, qui sont tous identiques, à l'exception du filet 2022.15.19, qui est un filet à trémaille, alors que les 3 autres filets sont des filets classiques à mailles carrées. Ce sont des filets dormants, c'est-à-dire utilisés au fond de l'eau, qui étaient faits à la machine par filature, et la technique de nouage, donc ce sont des nœuds d'écoute doubles. La particularité, c'est que ces 4 filets sont montés à l'envers, dans le sens transversal au lieu du sens longitudinal, et les pêcheurs ont noté la présence d'une tétière, c'est un petit cordage en bordure du filet 2022.15.19 qui était manquante à l'une des extrémités les plus courtes et c'était coupé net, donc on en a déduit que ça avait sûrement été coupé peut-être intentionnellement au ciseau. A priori, c'est du fil de lin qui aurait été utilisé et les filets sont chacun bordés de pois en plomb, qu'on appelle des olives, et de flotteurs en liège cubique. Lors de la rencontre, les pêcheurs ont émis l'hypothèse que les 4 filets pourraient peut-être être un seul et même filet coupé
peut-être intentionnellement pour des raisons de stockage ou voilà, de stockage après usage, en plusieurs fragments de filet. Alors là, vous avez une photo de l'examen des filets et normalement un film. Je ne sais pas si vous arrivez à le mettre, Pauline. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Bon, vous pouvez passer à la suivante, du coup. Alors, lors de la réparation des filets, lors des tests de réparation des filets, étant donné l'état lacunaire, il y avait donc énormément de lacunes à ramander, à repriser. Et les pêcheurs ont constaté que toutes ces lacunes, tous ces trous étaient ramandables, à l'exception de 2 mailles externes du filet à trémaille 2022.15.19 parce que c'était trop lacunaire. Donc pour les autres trous, ils ont à peu près mis 10 à 15 minutes de travail pour ramander un petit trou de 10 à 15 cm² environ. Ils ont commencé par couper au ciseau ou au couteau les nœuds en bordure du trou pour éviter d'avoir des surépaisseurs. Et ensuite, ils ont refait les nœuds d'écoute double à l'aiguille avec la navette et au fil de coton. Là, je vous ai mis les images des différentes étapes. Donc, sur les images en haut à gauche, vous voyez René qui coupe au couteau les nœuds du filet en bordure de lacune. Et ensuite, sur les photos du centre et de droite, vous voyez le ramandage avec le fil de coton et la navette qui est passé pour faire les nœuds d'écoute double. Et donc, en bas à droite, vous avez, avec le fil blanc, le ramandage d'une des lacunes de ce filet. Là, j'ai également 2 vidéos, mais je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner. Alors, du coup, moi, mon rôle a principalement consisté à rechercher des méthodes de restauration compatibles pour la réparation des filets. On s'est en effet interrogé sur quel fil utiliser pour la réparation. On souhaitait des fils de coton ou de lin de conservation neutres et, si possible, achetés auprès de fournisseurs de conservation restauration agréés. Les pêcheurs souhaitaient qu'on évite les fils synthétiques en nylon ou en polyester parce qu'ils glissent trop et peuvent se défaire ou devenir cassants. On souhaitait un fil de couleur beige écru et, si possible, une demi-teinte en dessous de la teinte du fil d'origine pour que la réparation puisse être visible. Il fallait que le diamètre du fil soit à peu près de 1 mm et le sens de torsion S comme le fil d'origine. Et afin de trouver ce matériau, on a effectué des prélèvements de fils sur le filet 2022.15.19 en guise de référence. Alors moi, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était de trouver une ficelle qui correspondait à tous ces critères. Après avoir écumé les merceries et puis demandé conseil à des restauratrices de textiles, j'ai finalement pris contact avec la corderie Mansas à Toulouse. Je leur ai envoyé les échantillons du filet de l'écomusée. Et puis en retour, ils m'ont envoyé, eux, des échantillons de leur catalogue. Et ils m'ont donné par téléphone des conseils sur mesure pour choisir la ficelle qui correspondrait le mieux. Et donc, avec Célia Massard de l'écomusée, on a examiné les échantillons envoyés par la corderie et on a choisi un fil de lin poli, non coloré, de 0,9 cm de diamètre et de sens de torsion S, et de couleur proche du fil d'origine. Alors, les limites de ce choix, c'est que c'est un choix qui a été dicté principalement par la disponibilité de la matière première, et donc par une certaine quand même concordance technologique et visuelle avec le fil d'origine des filets. Mais j'ai quand même une incertitude sur sa stabilité à long terme parce que ce n'est pas un fournisseur de produits de restauration agréé avec des normes en termes de stabilité, durabilité, etc. Alors, pour terminer, les perspectives du projet. Le temps filé là. Merci à toi. Oui, c'est la dernière diapositive. Donc, j'ai envoyé la ficelle au port musée de Douarnenez. Les tests de réparation avec les anciens pêcheurs vont pouvoir commencer sur un premier filet. À l'issue de cette première réparation, une seconde rencontre sera organisée entre les 2 musées pour la validation de la réparation. Et si cela convient, les 3 autres filets seront réparés de la même manière. Et une troisième et dernière rencontre sera organisée pour restituer les filets à l'écomusée, avec éventuellement la présence d'un photographe vidéaste dans l'optique d'une médiation auprès du public ultérieurement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je remercie l'écomusée de m'avoir associé à ce projet très intéressant et assez atypique. Merci à tous. Eh bien, merci pour vos présentations.
Oui, c'est bon. Merci pour vos présentations. Donc, je vais tout de suite passer aux petites questions que j'avais préparées. La première, elle est effectivement que vous puissiez les unes ou les autres témoigner de est-ce que cette dimension participative a vraiment changé. On voit que dans un certain nombre de cas, c'est des démarches que vous auriez entamées par vous-même, des recherches, des tests que vous auriez réalisés par vous-même. Est-ce que vous pourriez nous dire, les unes ou les autres, ce qui a vraiment été très singulier et ce qui peut-être vous a surpris dans cette relation avec ces personnes extérieures à nos métiers? Alors, pour ma part, du coup, pour commenter, moi, ça a quand même changé entièrement la physionomie d'un objet et on s'est rendu compte que quelque chose, enfin, une œuvre que le musée considérait comme authentique et usuelle n'était en fait qu'une œuvre de musée, enfin, en tout cas, plutôt une œuvre de musée qu'une œuvre vraiment qui témoignait de tradition. Et donc ça reste quand même une information qu'on n'aurait pas pu avoir seul et même que le musée n'avait pas avec sa seule documentation. Encore une fois, parce qu'ils ont énormément d'objets et énormément de choses à traiter. Donc la participation dans mon cas de personnes extérieures à l'établissement qui finalement peuvent donner beaucoup de leur temps pour quelque chose qui leur tient à cœur a changé vraiment la considération qu'on pouvait avoir d'un seul objet qui passe un peu inaperçu autrement. Moi, je peux peut-être enchaîner sur un aspect, moi, qui m'a, en fait, qui ne finit pas d'ailleurs pas de me surprendre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément quand on travaille sur des projets de conservation-restauration plus, on va dire, plus conventionnels, ou quand on est dans le flux, hein. On travaille quand même aussi beaucoup au gré des prêts pour exposition, préparation d'objets pour exposition. Donc, le temps donné pour la réalisation de ce type de projet est quand même assez rare, hein, on va dire. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surprise, en fait, hein, c'est la dimension affective et presque un peu la découverte. Enfin, c'est vrai qu'on travaille sur des objets inanimés et qui ne parlent pas. Et quand on doit travailler comme ça sur des projets qui impliquent, alors dans mon cas, c'est donc la plupart du temps avec les artistes, mais donc ça peut être aussi avec les fabricants qui ont donc déjà, en fait, on est déjà parfois dans des processus collaboratifs de création, et même le plus souvent, en fait, hein, à vrai dire, et c'est cette dimension affective à l'objet qui perdure et avec laquelle il faut aussi, j'allais dire, pas composer, mais ça devient une donnée à part entière dans la construction du projet de conservation-restauration. Donc voilà, donc un peu, j'allais dire, à l'échelle de la conservation-restauration, un peu inédit, on va dire. Peut-être, je dirais juste un mot, Alice, tu voulais peut-être intervenir, mais je voulais juste dire un mot sur le fait que le témoignage des enfants qui avaient donné le filet, c'est une famille qui a vraiment, donc la famille Nug, a vraiment une histoire familiale. Ils sont très attachés aux objets. Leur maison, c'est un peu le musée de toute la vie de leur père, qui était un personnage un peu hors norme, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses en dehors de la pêche. Et en fait, on a eu tout un recueil de témoignages autour de ces filets, des souvenirs de leur père en train de fabriquer le filet au coin du feu, des techniques de pêche qu'ils avaient en fait imaginées par rapport à leurs souvenirs d'enfance. Et alors, en fait, c'était assez passionnant parce qu'il y a énormément de témoignages des enfants qui sont très âgés, hein, qui ont plus de 80 ans, qui ont été beaucoup remis en cause par les pêcheurs. À commencer par un des filets, le filet Maillan, qui est en fait bon, je ne passe pas le détail mais, de comment ça fonctionne, mais en fait, tel qu'il est monté, il n'y a pas assez de jeu entre les mailles sur les côtés et le filet central, et donc les pêcheurs nous ont dit, il ne peut pas marcher ce filet-là, en fait, il n'est pas fonctionnel. Donc sans doute que M. Nug, père, qui était un intellectuel et un médecin de formation, mais qui avait beaucoup de livres, avait lu en fait l'usage de ces filets dans un livre et l'avait, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas
manifestement, ça ne fonctionnait pas, quoi. Il avait la théorie, mais il n'avait pas la pratique. Et c'est assez passionnant parce que, comme c'est les seuls filets pour l'instant de pêche en rivière qui sont conservés dans les musées bretons, on aurait pu peut-être les surinvestir et leur donner une valeur patrimoniale supérieure à ce qu'elles étaient. Ce sont des filets d'amateurs, ce ne sont pas des filets de professionnels. Et il y a un certain nombre de petites erreurs de montage, le filet à l'envers aussi, dont parlait Alice, qui témoignent en fait de cet aspect. Donc, c'est aussi en partie pris de montage, du coup, en partie pris de restauration et de présentation au public, hein, qui sont souvent très liés, comme vient de dire Clémentine. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte dans la présentation de l'objet. On ne peut pas le présenter comme étant un filet utilisé par les pêcheurs en Vilaine. C'est une pratique de bourgeois qui, dans sa villégiature, était passionné de pêche. C'est pas la même chose. Alice, tu l'as peut-être ajouté. Oui, alors moi, c'est la seule chose que je pourrais rajouter, c'est très complet ce que tu as dit, Philippe. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que quand j'ai vu les filets dans les réserves de l'écomusée pour la première fois, pour moi, c'était 4 filets distincts. Et suite à la rencontre avec les pêcheurs, lorsqu'ils ont émis l'hypothèse que ça puisse peut-être être un seul et même filet qui ait été coupé, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu envisager. Pour moi, un objet de musée, jamais il aurait été pu. Enfin, pour moi, il était intègre et il s'agissait de 4 objets et 4 numéros d'inventaire. Et c'est vrai que c'est leur observation des zones coupées, de tout ce que vous venez de décrire, montage à l'envers, etc., qui ont pu faire penser à ce que c'était pas forcément 4 objets à l'origine, mais peut-être un seul ou 2. Donc ça, c'est vrai que j'aurais pas eu ce regard-là si j'avais pas rencontré les pêcheurs, je pense. J'aurais même pas remis en cause, en fait, l'entièreté de l'objet. Peut-être Clémentine, une dernière réponse avant que je passe à la question suivante. Oui, non, je voulais juste rebondir en fait sur justement ce que tu soulevais sur l'importance et le rôle de ces différentes sources d'informations qu'on peut recueillir et peut-être tout simplement que malgré tout et surtout peut-être si on revient à la conservation-restauration participative, c'est de toute façon le croisement des sources et le croisement des informations et que même si on va chercher de l'information auprès des personnes qui ont pu fabriquer ou qui ont pu collecter, etc., il faut toujours de toute façon la rapporter à ce qu'on a d'autre comme information pour avoir finalement et faire arriver à la prise de décision de manière éclairée et qui sera de toute façon à parti pris, quel qu'il soit. Voilà. Alors, Héloïse, tu voulais prendre la parole aussi? Oui, c'était pour répondre à la question. Moi, dans mon cas, du coup, il n'y avait pas vraiment d'impact réel sur l'intervention, sur la restauration de l'objet. Mais comme disait Alice au début, en tant qu'installateur, je voyais l'objet, la matérialité, et en fait, cette prise de contact avec les personnes permet de reconstituer l'aspect immatériel qui entoure l'objet. Et pour moi, j'ai été très étonnée de cet attachement qui persiste encore de la part des villageois sur ce costume, mais un attachement fort, parce que quand je leur ai dit que les traitements étaient terminés, que le costume était rentré près de chez eux, ils étaient très heureux. Et c'est vraiment les témoignages très personnels, les souvenirs qui m'ont beaucoup marqué, moi, dans ce travail-là, plutôt. Merci. Alors, du coup, j'ai un petit peu fait la transition avec Clémentine, avec ma deuxième question, mais si vous avez des choses à ajouter, je la repose. Donc, ma deuxième question, c'était le fait que, justement, ce croisement des regards, alors on est habitué au croisement des regards entre celui du conservateur et celui du restaurateur, mais là, on en amène d'autres, et des regards, comme je le disais à l'instant, qui ne sont pas forcément concordants, cohérents. Et du coup, ça amène de la richesse, mais ça amène aussi de la complexité. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ou deux de situations où il a fallu à un moment trancher, là aussi, avec ses avis supplémentaires? Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas vraiment remarqué dans le cas de mon étude, en tout cas pas sur les choix d'intervention. J'ai plutôt relevé des divergences dans les discours sur l'histoire, mais pas réellement sur les choix d'intervention, parce qu'en fait, les habitants ne
ne demandaient pas d'intervention particulière sur le costume. Ils savaient que ce n'était pas de leur responsabilité. Eux, tout ce qui leur importait, c'était que le costume soit remis en valeur et soit montré. Et qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne l'oublie pas dans un coin. C'est surtout ça qui a impacté. Vous non plus, vous n'avez pas de remarques particulières à ce sujet, mais je regarde l'heure. Du coup, je passe à ma troisième question, qui est peut-être va plus parler à l'ensemble des participants. Quand on travaille avec des communautés d'usage, il y a aussi la question de l'usage. Est-ce que dans le parti de restauration, il y a pu y avoir finalement la pression de certaines communautés pour que ces objets soient finalement utilisables. Je pense à des instruments de musique, je pense à d'autres types d'objets qui sont conservés en collection, mais du coup qui ne vivent plus au sens des communautés. Est-ce que là-dessus, il peut y avoir des difficultés de partie de restauration entre l'attente du musée, d'une transmission en l'état, et puis l'attente des usagers de voir l'objet vivre, entre guillemets, et pouvoir être utilisé éventuellement. Alors, pour l'exemple du musée en Arlatin, c'est un objet qui est resté en réserve comme beaucoup d'autres objets de cette tradition-là. Donc la question de la remise en usage n'a pas été évoquée par les personnes concernées, puisqu'elles se rendaient bien compte de toute façon de l'état de l'œuvre et même des conditions de conservation nécessaires pour les musées. Par contre, ils ont pas mal parlé de questions de prêt et de faire vivre les objets autrement, et notamment de les faire exposer éventuellement dans des plus petites structures. En l'occurrence, les personnes contactées avaient des musées associatifs et ont fait des demandes de prêt au musée en Arlatin pour essayer d'avoir les objets un peu plus proches et au contact des communautés, qui n'ont pas été acceptés évidemment parce que ce ne sont pas des institutions publiques. Mais à la limite, c'est plutôt ça qui a été qui est demandé, de faire vivre les objets sans forcément les remettre en usage, mais au moins de les faire circuler et de les sortir des réserves. Moi, c'est à peu près le même cas que pour Violette. Il n'y a pas eu de demande de remise en usage du costume, mais les habitants m'ont dit de manière informelle que ça leur plairait bien d'avoir en prêt le costume dans leur musée associatif pour les exposer à côté des autres costumes actuels et anciens qu'ils conservent. Une exposition qui a lieu chaque année à cette période-là, en l'occasion de la fête de l'ours. Mais comme Violette, c'est un prêt. Je suis pas sûre qu'il y ait une demande officielle qui ait été faite, mais c'est pas quelque chose qui est réalisable dans le cas où les conditions de conservation ne sont pas adaptées comme dans une institution publique. Mais la démarche, du coup, génère en tout cas un phénomène de repatrimonialisation finalement qui est fort, comme beaucoup de processus participatifs d'ailleurs. Clémentine, peut-être, tu voulais? Oui, moi je pourrais donner l'exemple peut-être de certaines œuvres de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely, notamment celle de Jean Tinguely dans laquelle il y a beaucoup de mouvements et pour lesquels lui, de toute façon, dit s'il n'y a pas de mouvement, il y a non-lieu, comme on peut voir sur certains documents. Et là, c'est vrai que pour ce type d'œuvre, comme beaucoup d'œuvres électromécaniques, on va effectivement mettre au centre du projet de conservation-restauration la remise en jeu des mouvements, puisque sinon en fait les œuvres perdent une bonne partie de leur signification, de leur sens, et donc on va effectivement aller jusqu'à des remplacements de moteurs ou d'éléments justement qui ont un fort rôle dans les mécanismes, tout en documentant, voilà, évidemment, mais en tout cas, et ça on sent qu'il y a de toute façon une demande forte de la part des ayants droit. Là, je parle dans le cas de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely, qui sont tous les deux décédés, mais c'est aussi en général une demande forte de la part du propriétaire de l'œuvre, et peut-être parfois un peu moins des usagers, parce que c'est vrai que c'est des œuvres qui font, et d'ailleurs elles étaient faites pour ça, pour qu'il y ait des jets d'eau, qu'il y ait du bruit. Voilà, il fallait que ça fasse du bruit, et si on
prends l'exemple de la fontaine Stravinsky, dès le départ, dès la mise en place en fait, des œuvres de cette fontaine, il y a eu des plaintes de la part des résidents alentours qui trouvaient que vraiment c'était beaucoup trop bruyant. Donc voilà, après, dans les processus maintenant de conservation de l'œuvre, il y a quand même, voilà, c'est ça, c'est qu'on prend les différents points de vue, les différents intérêts et on essaie de trouver une mesure qui soit acceptable pour tout le monde. Alice, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, alors concernant la remise en état d'usage des filets, évidemment, on ne va pas les remettre dans l'eau. Moi, ce qui me questionnait, c'était s'ils sont présentés au public lors d'une médiation et manipulés par les pêcheurs, comment ce fil ancien va se comporter? Est-ce qu'on va avoir des ruptures de fil à d'autres endroits? Donc jusqu'où en fait la médiation va aller dans la présentation de ces filets sans porter atteinte à leur matérialité, et même s'ils ont été réparés, est-ce qu'ils vont rester aussi manipulables par des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler des objets de musée, et c'est ce que les filets sont devenus. Là, quand ils les manipulaient, j'ai trouvé qu'ils étaient assez délicats, mais en même temps, on voyait qu'ils avaient un geste, qu'ils étaient habitués à brasser des dizaines, de centaines de mètres de filets depuis 40, 50 ans. Et du coup, effectivement, la manipulation n'est pas la même que par des gens de musée. Et donc, ma seule interrogation par rapport à l'usage futur de ces filets en contexte muséal, c'est lors des médiations, comment faire en sorte de ne pas abîmer davantage les filets. Et alors peut-être, voilà, au moment de la dernière journée de rencontre, de donner des préconisations de manipulation, d'exposition, un peu comme on fait classiquement pour d'autres objets, mais tout en gardant en tête qu'ils vont être manipulés, qu'ils vont être montrés au public et qu'ils ne vont pas juste être dans une vitrine ou dans une réserve. Ouais. Donc c'est vrai que la remise en état d'usage, là, pour le coup, c'est un usage muséal de médiation, ce qui, je trouve, questionne un petit peu par rapport au fait de ne pas les abîmer davantage et de pouvoir continuer à les montrer pendant longtemps. Oui, en fait, ta question, ta remarque fait la transition avec la question qui est posée par Chloé en ligne, Chloé Muselet, qui pose la question effectivement du lien affectif avec l'objet. Alors c'est marrant que tu dis ça, Alice, parce que nous, il n'a jamais été question de les présenter en médiation, de les confier aux visiteurs. C'est des objets qui seront en vitrine. Mais je pense que ta remarque rejoint sans doute un cas général, à partir du moment, peut-être, Chloé pourra en témoigner, à partir du moment où un objet est restauré avec la participation, il y a peut-être un regain d'affection. Et si je repose cette question différemment, est-ce que ce regain d'affection pour l'objet, il va aller dans le sens d'une meilleure préservation et d'une meilleure protection, ou est-ce qu'au contraire, il va aller dans le sens de vouloir le manipuler, de vouloir l'utiliser? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, Enfin, vous y avez déjà en partie répondu, mais pour répondre à Chloé. Oui, je ne sais pas si vous voyez sa question. Je vais lire la question de Chloé, à moins qu'elle veuille la dire à l'oral. Comment avez-vous concilié ce lien affectif avec la déontologie de la conservation-restauration? Qu'est-ce que cela a nécessité comme pédagogie? Et est-ce qu'il y a déjà eu un problème déjà au départ? Est-ce qu'il y a déjà eu une tension entre cette approche affective et cette déontologie de la conservation-restauration? Qui veut répondre? Alice, tu veux répondre pour continuer ou Moi, j'aurais juste une petite réponse peut-être sur comment étaient perçus vos choix d'intervention. En fait, ce qui était drôle, c'est que les pêcheurs, ils ont sorti une bobine de ficelle de coton assez vieille, tachée de rouille, tachée d'oxyde de fer, en disant ça conviendra très bien pour les réparer. Et là, ma seule limite, c'était bon, il y a des oxydes de fer dessus, on va peut-être pas mettre ça en contact avec un fil du début du XXe siècle. On va peut-être choisir plutôt une ficelle de conservation. La première que je leur ai proposée, c'était du lin et ils trouvaient ça trop rigide. Donc, nous, c'était pas tellement par rapport à l'affect parce que je pense que c'est plutôt la famille de René Nugue qui a de l'affect par rapport à ses filets plutôt que les anciens pêcheurs qu'on a rencontrés. Mais c'était plutôt par rapport au choix d'intervention. Par exemple, le fait qu'ils coupent des morceaux de filet pour ramander. Ça, nous, dans notre déontologie, on n'enlève aucun morceau de la matière d'origine normalement. Donc, il a fallu quand même être un peu souple par rapport à leur manière de réparer, accepter de sacrifier des petits morceaux de matière d'origine. Et eux, de leur côté, accepter qu'on n'utilise pas la ficelle en coton qu'ils utilisent d'habitude, qui était très vieille et qui n'aurait pas duré suffisamment longtemps, de mon point de vue.
Donc, c'est plutôt par rapport au choix d'intervention, je pense qu'il y a eu des discussions, plutôt que par rapport au lien affectif, dans notre cas, des filets. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Tout à fait. C'était la réponse que j'allais apporter, mais je voulais vous laisser vous exprimer. Je pense que effectivement le sujet, pour répondre à Chloé sur sa question, le sujet était vraiment que c'est pas la communauté qui avait pardon, restauré, pardon, qui avait donné ces objets qui présidait à leur restauration. Donc c'est un cas très différent de ce qu'ont présenté Violette et Héloïse. Là, la particularité, c'était justement que l'objet était uniquement, je dirais, documenté du point de vue de souvenirs d'enfance. Et donc, on avait un contrepoint, finalement, qu'on apportait en allant chercher un regard technique des pêcheurs sur ce filet. Les enfants nous certifiaient que le filet était fait par leur père au coin de la cheminée. Oui, il a été réparé au coin de la cheminée, mais les pêcheurs nous ont certifié qu'il avait été fabriqué par une machine et pas par un individu. Donc, il y a des choses comme ça qui vont ressortir finalement du fait que ces communautés, enfin que ces regards sont pas homogènes. Donc voilà, et je réponds rapidement à Cédric qui demande quelle est la vision de la restauration pour une manipulation médiation. Non, il n'y en a pas. Hein. C'était un petit quiproquo. Il n'y a pas du tout de manipulation des objets de collection en médiation. Le cas échéant, on fait de l'acquisition d'objets non inscrits à l'inventaire pour des manips, le cas échéant. Mais je réponds à cette question de manière plus large. Ça pose un autre thème qui fera l'objet peut-être d'un autre jeudi, qui est la question de la transmission des savoir-faire. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'objets qu'on restaure, qu'on n'est plus en mesure de fabriquer aujourd'hui. Et donc ça, par contre, ça a été vraiment un thème important. Moi, ces 20 dernières années, je pense à la vannerie, je pense à la dinanderie, des sujets sur lesquels on avait à restaurer des objets dont les professionnels aujourd'hui en activité n'étaient pas capables de les fabriquer. Les savoir-faire étaient perdus. Donc là, on n'est pas du tout dans les cas qu'on vient de vous présenter ce matin. On est dans des cas où finalement le savoir-faire justement qui permettrait de réaliser cet objet devient aussi quasiment autant à sauvegarder que l'objet lui-même. Mais je pense que ce sera l'objet d'une autre journée, effectivement, le lien avec la médiation et le lien avec les savoir-faire menacés. Je vois que Valérie Dupéret a des gros soucis de connexion. J'en suis vraiment navré. Pauline mettra en ligne de toute façon l'intégralité de la journée. Il nous reste 10 minutes. Peut-être, Clémentine, tu voulais dire un mot, mais 10 minutes pour des questions et je vous invite à lever la main et à prendre la parole. Ça sera plus vivant. Oui, moi, je voulais peut-être juste ajouter un élément de réponse sur justement cette question qui était posée sur comment on gérait ce lien affectif. Et finalement, en fait, là, dans le cas des œuvres d'art contemporaine, et d'autant plus dans les cas qui ont fait l'objet de délégation de la fabrication, ce lien très affectif, en fait, il est... effectivement, il faut le gérer avec le plus on va dire, de diplomatie et de pédagogie possible, dans la mesure en fait où c'est un peu plus presque la conservation-restauration qui vient s'immiscer dans une relation très forte entre l'artiste et le fabricant. Et des relations qui perdurent avec, là j'avais évoqué très rapidement le cas sur ma dernière diapo, mais que je ne prendrai pas le temps de vous montrer, entre l'entreprise Aligon et Niki de Saint-Phal notamment, l'entreprise Aligon a fabriqué la plupart des œuvres destinées à l'extérieur, en résine, pour Niki de Saint-Phal. Et donc, en fait, il est maintenant estampillé, restaurateur officiel des œuvres de Niki de Saint-Phal. Et donc, il y a souvent une demande très, très forte de la part des ayants droit pour que ce soit cette entreprise qui continue à faire la restauration donc la remise en peinture, on va dire, des œuvres de Niki de Saint-Phal quand c'est nécessaire. Or, en fonction des propriétaires des œuvres ou des affectataires,
derrière, ces choix de remise en peinture totale, elle ne va pas toujours être l'option choisie. Et c'est dans ces moments-là où il peut y avoir un peu des moments de tension, hein, avec quelque part, on est... moi, c'est ce que j'appelle un syncrétisme des moments de la création et des moments de la restauration, où finalement on a parfois, hein, des objectifs visés qui convergent pas forcément. Et donc c'est avec ça qu'il faut arriver à composer. Alors en fait, je suis pas sûre qu'on arrive à satisfaire en fait à chaque fois tout le monde. Mais moi, ce que je note, enfin en tout cas, c'est que plus on va justement vers l'échange, plus on essaie d'impliquer tout le monde dès le départ. Et avec, voilà, je notais dans les présentations la notion d'asymétrie. Hein, c'est à partir du moment où on essaye justement de remettre un peu plus de symétrie justement dans les points de vue, sans forcément, c'est pas parce qu'on consulte largement qu'on va prendre une décision en faveur de toute façon de toutes les personnes qu'on a consultées, parce que de toute façon c'est pas possible, mais en tout cas ne serait-ce que dans la création du dialogue et la prise en compte des points de vue, d'essayer de rétablir un petit peu justement cette asymétrie qu'il peut y avoir entre le propriétaire ou l'affectateur de l'œuvre et le reste de la communauté, on va dire. Donc, c'est pas forcément évident, en effet. Eh bien, j'invite l'assistance, on est encore une 50aine de participants aujourd'hui, merci à tous, à prendre la parole, à lever la main si vous avez des questions qui n'auraient pas été posées ou si vous avez des remarques, des compléments. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Mais écoutez, je vais vous proposer peut-être une conclusion à chacune sur effectivement au-delà des apports que ça a pu être d'un point de vue scientifique, mais vous-même en tant que restauratrice, est-ce que ça a changé votre regard sur votre métier, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui finalement rentre un petit peu dans la norme quand on l'a vécu, Alice et les autres? Alors, qui commence? Alice, tu commences? Ouais, c'est très atypique quand même comme projet. Enfin, en tant que restauratrice d'objets ethnographiques, c'est la première fois que j'avais une demande comme ça. J'avais déjà eu des demandes de restauration pour remise en état d'usage, mais de la part de privés. Je pense notamment à un client qui pratiquait le chamanisme et qui m'avait confié un tambour chamanique népalais à restaurer. Il fallait pas que ce que j'utilise comme matériau interagisse avec les ondes de son objet. Donc là, c'était un peu plus ésotérique. Mais de la part d'une institution, c'était la première fois que j'avais une demande un peu particulière comme ça. Donc ça reste quand même atypique dans le métier. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, qu'on devrait toujours travailler comme ça. Si on peut, si les représentants des communautés d'où viennent les objets sont encore vivants, encore en activité, pour nous, c'est un enrichissement et ça change notre regard et nos choix de restauration aussi. Et ça fait des restaurations qui sont, je pense, plus riches et plus réfléchies, moins dans l'urgence, un peu comme disaient les autres participantes, où on prend plus le temps d'interroger, de regarder les témoignages, de faire de la bibliographie, de chercher. Mais c'est encore mieux quand, au lieu de se plonger dans un livre, on discute vraiment avec les personnes concernées. Donc, me concernant, c'était très enrichissant et ça reste atypique, mais j'aimerais que ça soit plus généralisé comme approche des objets. Moi, je rejoins totalement ce que dit Alice. Pour moi, c'est extrêmement précieux d'avoir ce type d'échange. C'est quelque chose qu'on a la chance de pouvoir aborder dans une année de mémoire, parce qu'on peut travailler pendant une dizaine de mois sur un objet, donc on a le temps de faire ça. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a plus forcément le temps de faire quand on est indépendante et qu'on travaille pour les musées ou pour les particuliers. Mais c'est vrai que ça pour moi, c'est presque parfois indispensable, parce que ça apporte des informations qu'un musée ne possède pas toujours. Et ça enrichira toujours l'étude et la manière dont on va aborder la restauration. Violette. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toutes les deux. On est quand même une profession qui théoriquement est à mi-chemin entre la main et le cerveau, et l'artisanal
et la documentation. Donc, si on pouvait avoir ce genre de démarche un peu plus souvent, ça enrichirait vraiment nos pratiques, même pratiques personnelles du métier et de la matière, parce que finalement, on a une relation qui est plus intime du coup avec ce genre d'objet. Merci beaucoup, vraiment. Clémentine, tu voulais conclure peut-être? Oui, alors pour les œuvres d'art contemporaine, c'est quasiment une démarche, une posture qu'il faut avoir tout le temps, quasiment, parce qu'on va se retrouver aussi avec des œuvres qui ne sont pas de toute façon restaurables, comme on peut le faire pour d'autres œuvres plus traditionnelles, on va dire. Mais c'est effectivement, ça demande du temps de pouvoir travailler. Alors, soit effectivement sur des aspects plus techniques, on va de toute façon de manière plus courante, peut-être faire appel à des professionnels qui sont en dehors de la sphère patrimoniale. Je pense à des électromécaniciens qui, pour le coup, après se spécialisent en œuvres électromécaniques, par exemple, mais en tout cas, c'est pas des interlocuteurs qu'on a l'habitude de voir dans le champ patrimonial non plus. Ça va être aussi beaucoup des socleurs qui vont venir en appui de la restauration. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait avoir le temps et prendre ce temps de travailler justement avec les services de la documentation pour nous, avec notre œil de conservateur-restaurateur, peut-être venir poser des questions ou alimenter la documentation d'une autre façon qu'elle peut être faite finalement normalement. Mais ça, effectivement, ça demande du temps. Et là, c'est vrai qu'on a quand même 2 exemples de mémoire de fin d'études. Donc, ça montre à quel point, dans le paysage de la conservation-restauration, la possibilité de prendre le temps de la recherche pèse positivement, en fait. Donc voilà. Je m'apprêtais à conclure là-dessus, mais Héloïse voulait ajouter juste un petit point. Oui, je voulais juste dire aussi que la spécificité des objets du frontail, du filet et du costume, c'est que ce sont des objets et des savoir-faire qui sont situés en France. Donc, c'est facilement, on peut facilement joindre les communautés ou les artisans qui connaissent ces techniques. Donc, dans cette situation, c'était facilement, comme je l'entends, mais c'est réalisable. Et ce qui peut être plus compliqué aussi pour les institutions, par exemple pour les collections extra-occidentales, où la prise de contact est parfois beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée. Donc l'idéal, ce serait de le faire à chaque fois, mais dans la réalité des choses, c'est presque impossible. En tous les cas, moi je voulais parler à mes collègues conservateurs. Quand on écrit les cahiers des charges, quand on prescrit effectivement une restauration, on voit en tout cas aujourd'hui que dans un certain nombre de contextes, comme le disait Héloïse et les collègues aussi, quand il y a une communauté disponible pour faire ce travail. Mais voilà, nous on a des fonds, des crédits de restauration, on a des crédits d'acquisition, on a des aides du FRAM, on a des aides du FRAR. Il y a des choses qui sont très cloisonnées dans nos métiers et il faut peut-être parfois aussi arriver à trouver plus de transversalité. On voit là que ce projet qui est plutôt un projet confié à des étudiantes faute de temps, eh bien, il est très riche pour les restaurateurs, mais aussi pour les musées qui recueillent toute cette matière supplémentaire sur des objets parfois méconnus. Et il y a vraiment à penser, je pense, cette dimension participative aussi, plus largement que dans le cadre de la restauration, dans le cadre aussi de la connaissance des collections et que les moyens qui sont affectés à ces enquêtes puissent être des moyens plus transversaux que simplement les crédits de restauration et que cette responsabilité ne soit pas seulement portée par les restaurateurs. Et je vous remercie vraiment tous pour votre attention. On a un petit peu dépassé, ah non, à peine 2 minutes. On est encore 43, c'est bien. Il n'y a pas eu trop d'érosion. Eh bien, ne manquez pas les prochains jeudis de la FEM. C'est un immense merci à Pauline qui a organisé de main de maître toute cette matinée. Je vous souhaite à tous de bonnes expérimentations autour de ces questions participatives. Et n'oubliez pas que l'ensemble de la journée sera mis en ligne très bientôt. Donc pour ceux qui n'ont pas pu voir les photos, du fait de mauvaises connexions, eh bien, vous pourrez retrouver les images présentées par les unes et les autres dans cette vidéo. Bonne journée à tous.